Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite séquence de cours. Je m'appelle Philippe Vaillant, je suis professeur d'histoire-géographie au collège François Villon de Wallincourt-Selvigny, c'est près de Cambrai. Et moi, je vous propose donc aujourd'hui de faire de l'histoire en niveau 3e. Nous allons parler de Berlin, la capitale de l'Allemagne, pendant la guerre froide. C'est un sujet très vaste que je traiterai en deux parties. Mais qu'est-ce que la guerre froide ? Vous vous rappelez sans doute que la Seconde Guerre mondiale en Europe a été gagnée par les Alliés, c'est-à-dire les Américains, l'URSS, le Royaume-Uni, la France libre, contre l'Axe, c'est-à-dire l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. D'ailleurs, cette guerre s'est achevée le 8 mai 1945 à Berlin, nous en reparlerons. Eh bien, une fois la guerre terminée, les deux principaux alliés, les États-Unis et l'URSS, qui ont pourtant combattu ensemble, commencent à se méfier les uns des autres et vont se reprocher mutuellement de vouloir dominer le monde. Cette opposition entre les États-Unis et l'URSS divise le monde en deux blocs, le bloc de l'Ouest dirigé par les États-Unis et le bloc de l'Est dirigé par l'URSS. Cette division, on la retrouve au niveau de l'Europe, avec une Europe de l'Ouest sous influence américaine et une Europe de l'Est qui est dominée par l'Union soviétique. L'Allemagne elle-même est divisée par cette frontière entre les deux blocs, frontière que l'on appelle le rideau de fer. Ces deux blocs s'affrontent dans ce que l'on a appelé une guerre froide. Alors, pourquoi une guerre froide ? Eh bien parce que à aucun moment donné, les États-Unis et les URSS se sont livrés une guerre directe, cela aurait été une troisième guerre mondiale. En revanche, il y a eu une série de tensions et puis d'affrontements, de guerres indirectes par alliés interposés. Alors pourquoi parler de Berlin dans la guerre froide ? Eh bien parce que cette ville apparaît comme un symbole de la guerre froide. C'est là que se déroule la première crise majeure entre les États-Unis et l'URSS. C'est là que l'on construit un mur qui divise la ville en deux et qui matérialise l'opposition entre les deux blocs. Et puis, c'est la disparition de ce même mur, bien plus tard, en 1989, qui annonce la fin de la guerre froide. Première partie aujourd'hui, donc, la première crise de Berlin en 1948-1949. Nous allons voir tout cela en détail à partir d'animations, à partir d'images d'archives tirées d'un documentaire de Patrick Rothman dont je donnerai les références à la fin. Et je vous propose sans plus tarder de nous rendre à Berlin en mai 1945. Berlin, c'est d'abord en 1945 une ville en ruine. Les combats y ont été féroces et il a fallu plusieurs semaines aux troupes russes pour en venir à bout à force de bombardements intensifs. C'est une ville occupée par les troupes soviétiques, ce qui peut sembler logique, puisque ce sont elles qui l'ont capturée, mais aussi par des Américains, des Anglais, des Français, qui se sont, avec les Russes, partagé la ville. Cela avait été décidé avant même la fin de la guerre, lorsque Churchill, le Premier ministre britannique, Roosevelt, le président des États-Unis, et Staline, le dirigeant de l'URSS, se sont rencontrés à la conférence de Yalta en 1945. Ils y ont décidé que l'Allemagne cesserait d'exister après la guerre et serait divisée en 4 parties. Un secteur américain, un secteur anglais, un secteur français et un secteur soviétique. Ils ont également décidé que Berlin suivrait le même schéma avec un partage de la ville en 4 secteurs d'occupation. Ces arrangements, fruits de compromis, ne satisfont pas les soviétiques qui souhaiteraient contrôler entièrement la ville de Berlin. Aussi, lorsque les Américains, les Anglais et les Français décident de réunir leurs secteurs pour des considérations économiques, Staline crie à la trahison des accords de 1945 et riposte d'une manière spectaculaire. Le 24 juin 1948, l'armée rouge, qui est présente à Berlin-Est, mais qui est également tout autour des secteurs de Berlin-Ouest, bloque tous les accès de la ville. Plus de trafic sur les autoroutes, les trains sont interrompus, les voies fluviales sont bloquées également, privant la ville des 12 000 tonnes de nourriture quotidienne dont elle a besoin. L'électricité pour les usines est coupée et la ville se retrouve isolée. C'est le début du blocus de Berlin.
Ce blocus est un coup très dur et Staline met la pression pour obtenir tout Berlin. La situation ne peut en rester là. Les secteurs français, anglais, américains vont très vite manquer de nourriture. Les caricaturistes de l'époque ne s'y trompent pas et je vous invite à réfléchir quelques instants sur ce document. Alors, comme pour n'importe quel document, nous allons commencer par l'identifier. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce document? Il ne s'agit pas de le décrire. On va plutôt aller à la pêche aux informations. Par exemple, ici, son titre, L'ours enserrant Berlin. Quel est son auteur? Dick Spencer. Quelle est la source? C'est un journal américain qui s'appelle le St. Louis Post-Dispatch. La date, 1948. Et puis sa nature. On voit que ce document est une caricature, c'est-à-dire un dessin qui part d'une réalité, qui l'exagère pour la ridiculiser ou la dénoncer. Ces éléments vont nous aider à comprendre le point de vue du dessinateur, replacé dans un contexte. Ils vont aussi nous aider à porter un regard critique sur ce dessin, mais n'allons pas trop vite. Nous voyons sur cette caricature la ville de Berlin. C'est sans équivoque, c'est écrit. Et à l'intérieur de cette ville, on voit de petits drapeaux qui symbolisent les secteurs d'occupation anglais, américains, français. Cette ville de Berlin, elle est enserrée par un ours, et c'est le titre de la caricature, c'est-à-dire que cet ours l'entoure de ses bras. Cet ours porte une casquette à étoiles rouges, et il représente donc l'URSS. Et le geste de l'ours symbolise le blocus de la ville, avec un simple accès qui semble devoir lui aussi se fermer et bloquer ces camions qui représentent l'acheminement de nourriture dont la ville a besoin. On a dit qu'une caricature ridiculise ou dénonce la réalité en l'exagérant. Ici, il s'agit clairement de montrer l'URSS coupable d'organiser un blocus et d'en dénoncer la violence. On notera le sang sur les griffes acérées de l'ours et les arrière-pensées dans son regard qui est si peu sympathique. L'auteur, Dick Spencer, exprime au travers de son dessin un point de vue. Et ce point de vue sert la propagande américaine de l'époque qui consiste à présenter l'URSS comme un pays agressif et dangereux pour la paix du monde. Alors la paix du monde, et c'est justement l'intelligence de la manœuvre de Staline, ce sont maintenant les États-Unis qui sont en situation de la rompre. Faut-il faire la guerre pour dégager Berlin du blocus? Faut-il céder et perdre la face? Eh bien, la riposte américaine est tout aussi habile que celle de Staline et tout aussi spectaculaire. Mais je vais peut-être vous laisser deviner cette fois. Quelle solution apportent les Anglais et les Américains au blocus de Berlin par Staline? Le bruit que vous entendez derrière est un indice. Pas d'idée? Alors place aux images. Est-ce que vous avez trouvé? Que font ces avions à Berlin? Qu'amènent-ils? Là, je crois que tout le monde a trouvé la solution. Pendant 11 mois, de juin 1948 à mai 1949,
les Anglais et les Américains organisent un pont aérien pour ravitailler les Berlinois de l'Ouest. C'est quelque chose qui semble impossible, puisqu'il faut amener par avion de la nourriture pour 2,5 millions d'habitants. Les chiffres sont considérables, près de 300 000 liaisons aériennes en 11 mois, soit un atterrissage par minute sur l'aéroport de Berlin, tout cela apportant plus de 2 millions de tonnes de marchandises. Les dirigeants soviétiques sont stupéfaits, mais espèrent que les mauvaises conditions climatiques pendant l'hiver empêcheront le transport aérien. Il n'en est rien. Alors, le bilan est lourd, 76 pilotes perdent la vie à cause d'accidents. Le coût financier est considérable, mais le ravitaillement de la ville est assuré. Le pont aérien est un succès, le blocus est devenu inutile et il est levé en mai 1949. C'est la fin de la première crise de Berlin. Cette crise a révélé cette tension très forte entre les États-Unis et l'URSS et elle aboutit à la division de l'Allemagne en 2 États distincts. Les secteurs français, anglais, américains sont regroupés dans un État qui s'appelle la RFA, la République fédérale d'Allemagne. Le secteur soviétique, lui, devient la RDA, la République démocratique d'Allemagne, en réalité un État dirigé à distance par l'URSS. Nous avons terminé cette première partie sur la première crise de Berlin en 48-49. Nous avons vu quelle était la situation de la ville en 1945, comment Staline impose un blocus à cette ville, et puis comment les États-Unis ripostent avec un pont aérien, et enfin la façon dont cette crise aboutit à la division de l'Allemagne en 2 États distincts, la RFA et la RDA. Nous avons également travaillé la compétence, analyser et comprendre un document au travers de la caricature de Dick Spencer. Avant de nous quitter, je vous propose un petit exercice de compréhension. Je vous invite à classer des événements dans un ordre logique et de cette manière de commencer à les mémoriser. Alors, je vous laisse quelques instants et puis on corrige ensemble. C'est parti, j'espère que ce n'était pas trop difficile. Alors, je découvre ces 5 événements. L'Allemagne et Berlin qui sont divisés en 4 zones d'occupation en 45, on avait dit que c'était le point de départ. Voilà. L'Allemagne divisée en 2 États distincts, mais ça c'était la fin de la première crise de Berlin. Alors comment est-ce qu'on arrive là? Tout d'abord, c'était Staline qui organisait le blocus de Berlin, les Anglais et les Américains qui organisaient un pont aérien, le blocus qui est donc un échec, et la division de l'Allemagne en 2 États, ça devrait être bon, on vérifie. C'est parfait, j'espère que vous avez été aussi bon que moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous épaterez mes collègues d'histoire-géographie lorsque vous retournerez en classe. Moi, je vous donne maintenant rendez-vous pour la deuxième partie de cette séquence où nous parlerons de la construction du mur de Berlin, puis de sa chute en 1989. D'ici là, portez-vous bien.